Notre invité ce matin, Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Bruno Jean-Jacques Bourdin. Emmanuel Macron va annoncer sa candidature à la présidentielle tout à l'heure. Cette candidature bouscule la politique à droite et à gauche, Bruno Le Maire. Oui. Oui. La candidature d'Emmanuel Macron, ça change la donne. Ça change la donne d'abord à gauche. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, peut-être qu'un président sortant ne va pas être en mesure de se présenter. Et puis on va avoir d'autres candidatures qui peuvent émerger. Vous pensez que ça empêche François Hollande de se présenter? En tout cas, je pense que vous pourrez lui demander, ça doit sacrément le gêner aux entournures. Et puis ça bouscule les choses aussi à droite. Enfin, la primaire de la droite, c'est pas hors sol. C'est pas on choisit un candidat, puis une fois que le candidat est choisi le 27 novembre, il a gagné la présidentielle. Nous aurons des adversaires à partir de janvier 2017. Il y aura une compétition à gagner, une compétition électorale. Et là où ça change la donne, c'est que si nous avons partout du renouvellement à gauche avec Emmanuel Macron, du renouvellement chez les Verts, puisque les Verts ont eu cette immense sagesse, c'est rare chez eux, d'évacuer Madame Duflot et de mettre Monsieur Jadot à la place. Que nous avons du renouvellement au Front National, parce que Madame Le Pen, qui n'a jamais exercé le pouvoir, incarne aussi ce renouvellement. Et que le seul parti qui ne se renouvelle pas, c'est le parti de la droite et du centre. Je pense que ça nous met en risque pour l'élection de 2017. Oui, ça change la donne, et faisons attention, cette primaire ne doit pas être hors sol. Il y a une réalité politique. C'est-à-dire qu'avec, par ordre alphabétique, Juppé, Fillon et Sarkozy, vous ne vous renouvelez pas. Ça, je ne pense pas, non, que ce soit un grand renouvellement. Je ne pense pas que ce soit les trois, une attaque forte de reconnaître cela. Ces trois candidats mettent la droite et le centre en danger. Je dis que nous prenons un risque à ne pas nous renouveler. Nous prenons un risque à ne pas tenir compte de ce qui se passe en France et dans le monde. Enfin, Jean-Jacques Bourdin, tout bouge. On n'a jamais vu une situation politique comme ça, et c'est ce qui est passionnant. On n'a jamais vu émerger des candidats hors système et hors parti, comme c'est le cas actuellement. Que ce soit M. Mélenchon... Il n'y a que chez vous, où il n'y a pas de candidat hors parti, non, mais hors chez système. nous, on adore. Chez nous, Jean-Jacques Bourdin, on adore continuer comme avant. On adore les figures connues. Ça nous rassure. On s'est dit, comme ils sont là depuis 30 ou 40 ans, qu'ils ont déjà gouverné, ils ont fait des choses qui sont plus ou moins bien, ça dépend, chacun son jugement, mais ça rassure. Parce que dans le fond, ils sont là. Ça ne bouge pas. Et ça nous garantit une élection facile. Moi, je crois exactement le contraire. Je pense qu'il faut savoir saisir ce qui se passe dans une société. Je pense qu'il faut savoir saisir les attentes de renouvellement complet de la société française. Mais il vous vole le renouvellement, Macron, puisqu'il séduit aussi, vous le savez très bien, des électeurs de droite. Peut-être certains de vos sympathisants, Bruno Le Maire. Eh bien, le renouvellement, je compte bien l'incarner dès dimanche. Et j'en appelle justement à tous ceux qui nous écoutent. Enfin, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux tous ensemble, regardons ce qui se passe dans la société française, ce qui se passe sur la scène politique, en France comme partout ailleurs dans le reste du monde. Ça bouge fort. Et nous, à droite, on resterait immobiles. Ne manquons pas le train du changement. Nous sommes en train de le manquer avec cette primaire à droite et au centre. Et jusqu'à la dernière heure de cette primaire, je clamerai la nécessité de renouveler les idées, les visages, les propositions, les visions, pour être tout simplement en adéquation avec la société française. En 2012, Jean-Jacques Bourdin, il y a eu un fil qui a été rompu entre la droite et le peuple français. Mais si on veut retisser ce fil... Vous avez un candidat du peuple, Nicolas Sarkozy. Mais rompre le fil, pour retrouver ce fil... Il faut aller voir les Français, il faut les écouter, il faut leur apporter des réponses très concrètes sur tous les sujets qui les concernent. Il faut surtout leur expliquer comment est-ce qu'on va arriver à faire ce que l'on propose. Parce que c'est très bien de dire on va supprimer des centaines de milliers de fonctionnaires, on va baisser les charges, on va réduire le temps de travail. Comment on fait? Moi, ma réponse, et je suis le seul à la porter, c'est de dire qu'on ne peut plus demander un seul changement aux Français. Si on ne commence pas par changer la classe politique, la classe syndicale, le fonctionnement de l'administration, si on n'a pas compris que les Français n'accepteront plus un changement, si nous-mêmes nous ne changeons pas, on va décevoir. Alors Bruno Le Maire, vous criez dans vos meetings, je vous ai entendu, aidez-moi, aidez-moi, soutenez-moi, j'ai besoin de vous. C'est un peu désespéré, non? Quand je regarde les sondages, c'est un cri désespéré que c'est un cri d'espoir, Jean-Jacques Bourdin. C'est un cri d'espoir vis-à-vis de tous les Français qui aujourd'hui peuvent se dire, en regardant les enquêtes d'opinion, bon, tout ça est inéluctable. Tout ça va se passer les pédales, comme... dit François Fillon. Vous pensez vraiment que j'ai l'air de perdre les pédales? Je ne sais pas, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je suis ma route. C'est ce qu'a dit François Fillon il y a quelques jours. Il perd les pédales. Je trace mon chemin, sereinement, calmement, mais en défendant toujours les mêmes idées. En disant simplement à nos électeurs, faites attention, dimanche prochain, c'est une élection qui est grave. Vous allez choisir le candidat de la droite et du centre à la prochaine élection présidentielle.
Il peut être demain le prochain président de la République, mais il va avoir devant lui une situation politique totalement différente de celle à laquelle on s'attendait. Qu'est-ce que nous proposons aux Français? Est-ce que nous proposons de prendre les mêmes et de recommencer? Ou est-ce que nous essayons autre chose? Et donc je lance effectivement cet appel, mais qui est un appel d'espoir. Réveillons-nous tous, regardons la situation et choisissons un vote d'espoir, pas un vote par défaut. Tout au long de cette campagne, je vous ai entendu dire il faut que je renverse la table, il faut que je sois différent, il faut que je montre ma vraie nature. Mais moi, je veux vous poser une question. Pendant le deuxième débat, par exemple, pourquoi est-ce que vous n'avez pas tapé du poing sur la table? Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit on arrête le débat là, on va parler de choses sérieuses et non pas parler de François Bayrou pendant 20 minutes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit c'est l'Europe dont il faut parler parce que le monde bouge, il faut parler d'éducation, il faut parler des PME dont on ne parle jamais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait? Bourdin, on va arrêter de parler d'Emmanuel Macron. On va arrêter de parler des sondages. On va arrêter de parler des enquêtes d'opinion ce matin. Et on va dire justement aux Français, comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous qu'on y arrive si on n'exige pas un changement complet de la classe politique? Comment voulez-vous qu'on supprime les 35 heures ou qu'on arrive à de vraies négociations dans les entreprises si on ne supprime pas le monopole syndical comme je le propose? Comment voulez-vous qu'on arrive? Macron parce que lui, dans ses propositions, il dit moi je veux supprimer le RSI ou remplacer le RSI, mettre tout ça à plat. Je veux faire travailler plus les jeunes et moins les plus anciens. Bruno Le Maire, ce sont des propositions que vous pourriez reprendre? Non. Non. Alors, ce sont des propositions en trompe-l'œil, ce sont des gadgets. Ce que je propose, oui, c'est des vrais changements. Oui, c'est des vrais changements. Quand je dis il faut réinventer la place de la fonction publique en France, mettre fin à la fonction publique territoriale, au statut de la fonction publique territoriale, pour qu'il y ait plus de liberté dans les communes, dans les départements, dans les régions, ça c'est un vrai changement. Quand je dis qu'il faut transformer le système éducatif français, supprimer le collège unique, pour permettre à chaque enfant de trouver son talent, de développer les capacités qu'il porte en lui. Ça, c'est un vrai changement. Collège unique. Est-ce que les enseignants, vous les faites travailler plus ou pas? Bien sûr. Vous les faites travailler plus? Tous les nouveaux enseignants travailleront davantage, 20 heures par semaine, au collège et au lycée. Je dis bien les nouveaux enseignants, parce qu'on ne va pas changer les contrats des enseignants qui, aujourd'hui, ont signé pour 15 heures ou pour 18 heures. Donc vous mais avec quel objectif? Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas suffisamment? Plus, avec ils ne travaillent pas suffisamment? Mais ils travaillent aujourd'hui avec des contrats de 15 heures à 18 heures. Si on veut véritablement que nos enfants soient mieux accompagnés, mieux formés... Mais est-ce que vous ne croyez pas que les enseignants travaillent au-delà des contrats? Vous ne croyez pas? Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, j'ai été enseignant. Bon. J'ai été enseignant pendant des années, je le suis encore. Je sais qu'une fois qu'on est sorti de sa salle de cours, il y a encore beaucoup de travail qui reste pour corriger les copies, pour préparer ses cours. Mais quel système éducatif voulons-nous demain? Moi, je veux un système éducatif qui permette à chaque enfant de trouver son talent, plutôt que de l'orienter vers une seule voie, la voie générale, une intelligence unique. Reconnaître que cette voie professionnelle est une clé pour que nos enfants réussissent. Et quand je regarde justement les différentes propositions d'Emmanuel Macron, je vois beaucoup de propositions très gadgets, mais je ne vois pas de vraie vision de l'avenir de la France. Alors, vous avez parlé d'éducation, on va parler d'Europe, mais avant, je voudrais qu'on parle d'écologie, parce que là encore, on en parle très peu, très peu. Quelle est l'écologie que vous souhaitez, vous, Bruno Le Maire? Une écologie. Par exemple, je sais pas moi, sur les pesticides, quelle est votre position? C'est la position que j'ai eue quand j'étais ministre de l'Agriculture, la réduction des phytosanitaires. Je rappelle que j'ai mis en place un plan de réduction des phytosanitaires. C'est quoi ma vision de l'écologie? Pas d'écologie punitive, mais une défense positive de l'environnement par chaque citoyen responsable. Le développement, par exemple, de l'autoconsommation, qui est pleine de promesses pour tout le monde. Vous avez vos panneaux solaires sur votre habitation, dans vos logements. Vous pouvez utiliser vous-même la production d'électricité issue de ces panneaux solaires. Le tout nucléaire, je pense que ça n'est plus la solution. Parce que le nucléaire coûte de plus en plus cher à produire en termes de sûreté. Donc il faut envisager des solutions alternatives, permettre le développement massif, notamment du solaire. Vous fermez certaines centrales nucléaires au fil du temps. Mais je l'admets. Fessenheim, par exemple, vous fermez? Mais ayons le courage de dire que Fessenheim devra être fermé à un moment ou à un autre, que c'est à l'autorité de sûreté nucléaire de le reconnaître. Mais quand je vois tous ces débats politiques sur Fessenheim, on a l'impression que chacun prend des positionnements qui sont purement politiciens, comme l'a fait François Hollande. Je fais un accord avec les Verts et je vous dis, j'ai cet accord, je fermerai Fessenheim et au bout du compte, je ne le fais pas. Moi, je préfère avoir le courage de dire à tous les Français, à un moment ou à un autre, en fonction de la décision de l'autorité de sûreté nucléaire, parce que c'est une question de protection des Français
Il faudra fermer Fessenheim. Ça n'interdit pas de réinvestir dans de nouveaux réacteurs qui soient plus sûrs. Ça n'interdit pas de l'autre côté de développer des énergies renouvelables. Mais ayons le courage de sortir du débat politicien sur ces questions énergétiques fondamentales. Bien, Notre-Dame-des-Landes, vous faites quoi? Notre-Dame-des-Landes. Imaginons, vous êtes président de la République, vous décidez quoi? Le démantèlement immédiat de la ZAD. Immédiatement, vous envoyez Immédiat. la police, Immédiat. les CRS. Il y a eu une décision de justice. Il y a eu une décision par référendum. Il y a eu une décision des élus. Qu'est-ce que l'on attend pour mettre en œuvre ces décisions et faire respecter ce qui a été décidé par le peuple, par la justice? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bien. Je change de sujet. Je navigue d'un sujet à l'autre parce que ce sont des sujets que personne... Le tabac, par exemple, pour lutter contre le tabagisme, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le prix des cigarettes? Je crois surtout que, en matière de tabac, en matière de consommation de stupéfiants, de drogue, la vraie faiblesse aujourd'hui, elle est sur la prévention. Est-ce qu'il y a vraiment de la prévention qui est faite de manière efficace en matière de lutte contre... Et les paquets neutres, c'est de la prévention, c'est bien? La paquet neutre, c'est utile, c'est bien, ça ne suffit pas. Bon, alors vous faites quoi? Vous augmentez le prix des cigarettes ou pas? Je développe la prévention pour avertir des risques de santé liés à la consommation de tabac. Je développe les actions de prévention sur les risques liés à la consommation de drogue. Non, prévention, d'accord, mais est-ce que vous augmentez le prix? Parce que c'est l'une des mesures essentielles pour faire baisser la consommation. Tout ce qui permet de protéger la santé des Français va dans le bon sens. Mais je crois plus à la prévention qu'à des dispositifs qui condamnent et qui systématiquement frappent les Français. Vous savez, les Français, ils en ont assez d'être systématiquement plus taxés, plus d'impôts, plus de prélèvements directs ou indirects. Je crois plus à la responsabilité qu'à cette manière de matraquer fiscalement systématiquement les Français. Tiens, François Fillon, qui était sur RTL tout à l'heure, vient de déclarer « Macron n'a aucune expérience, les Français ne lui confieront pas leur destin ». Donc on ne confierait pas son destin à Bruno Le Maire, quoi. Parce que vous trouvez que j'ai aucune expérience? Non, mais Macron a été ministre, vous aussi. Vous avez un peu plus d'expérience que lui, oui, c'est vrai. Vous savez, à un moment donné, l'expérience... Ça veut dire, de la part de François Fillon, ça veut dire, confiez-nous votre destin. Confiez-nous les commandes de la France à nous, Juppé, Sarkozy, Fillon, nous qui faisons de la politique depuis 30 ans. Tout ce que vous avez dénoncé tout à l'heure. Ceux qui ont une longue expérience ont aussi un bilan. Et je crois qu'en 2017, ce qui compte, c'est justement d'être capable de réinventer notre pays, de passer à autre chose, de défendre une vision différente. Le rétablissement de l'autorité, la transformation du système éducatif dont j'ai parlé, la transformation du système administratif, syndical, politique, pour que enfin les choses se passent dans notre pays. L'expérience, c'est aussi le bilan. Cette manière de systématiquement mettre en avant 10, 20, 30 années d'expérience, comme si c'était la garantie que les choses se fassent. Mais ça peut être aussi le risque que les choses ne se fassent pas. Moi, j'ai envie de faire les choses. J'ai pas envie de durer. J'ai envie de faire les choses, pas de durer. Et quand je vois certains candidats, les 3 que vous avez cités, dire « nous ne ferons qu'un seul mandat, un mandat unique », vous dites « mais ils vont tout faire comme ça en 5 ans ? Miraculeusement ? Ceux qui ne l'ont pas fait pendant 30 années, en 5 ans, tout d'un coup, tout va changer en France et ils vont y arriver? Qui peut y croire? Ziad Takedine, qui affirme que des valises remplies de billets ont été... qu'il a lui-même transporté et remis. Il a remis ces valises à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy. Vous y croyez ou pas? C'est la justice qui le dira. Non. C'est la justice qui le dira, très franchement. Bon, l'Europe. Parlons de l'Europe. Il y a Trump aux États-Unis. Il y a Poutine en Russie. Il y a Erdogan en Turquie. Et il y a l'Europe nulle part. Une Europe nulle part. Il y a la Bulgarie qui maintenant se tourne vers la Russie. Il y a le Brexit. Mais dites-moi, que devient cette Europe que vous aimez tant? Elle ne devient aujourd'hui plus rien du tout. Pour une raison qui est simple, c'est que la France a disparu de la construction européenne. Si on veut que l'Union européenne reprenne son leadership, il faut d'abord que la France reprenne son leadership à elle. Une France qui aura de la croissance, des emplois, une France qui aura retrouvé de la stabilité. Ce sont des mots, une France non. la croissance, des emplois. Voilà, je peux vous dire que c'est très concret. Quand vous arrivez au Conseil européen, Jean-Jacques Bourdin, et que vous discutez avec Mme Merkel, et que vous lui dites voilà ce qu'il faut faire pour l'Europe, qu'est-ce qu'elle vous répond? Elle vous répond vous êtes très sympathique, mais quand vous avez 6 millions de chômeurs, alors que moi j'ai à peine 5% de taux de chômage, je pense que mon modèle est meilleur que le vôtre, donc c'est moi qu'il faut écouter et pas vous. Lorsque vous arrivez au Conseil européen et que nous pourrons dire ça y est, il y a du travail pour tous dans notre pays, parce qu'on aura enfin mis en œuvre les transformations nécessaires devant lesquelles on recule depuis 30 ans, quand nous aurons réduit nos déficits, quand nous arriverons avec une balance commerciale
positive, là on nous respectera. Au service de quelle Europe derrière? Au service d'un projet européen qui aura retrouvé ses frontières, sans la Turquie. Au service d'un projet européen qui défendra ses intérêts économiques face à la Chine, face aux États-Unis. Au service d'un projet européen qui aura retrouvé la capacité à défendre lui-même sa propre sécurité, plutôt que de compter sur les États-Unis qui viennent de nous dire qu'ils n'assureraient plus notre protection. Oui. Alors, est-ce que vous êtes favorable à une police fédérale européenne, à un parquet fédéral européen, à une défense européenne? Mais tout ça, ce sont des chimères pour le moment. Ouais. Enfin, la vraie réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut que les budgets de la défense augmentent en Europe. Ça commence d'ailleurs, l'Allemagne le fait, la Pologne le fait. Oui. Tous les États européens doivent augmenter leur budget de la défense. Ce qui est beaucoup plus concret, c'est qu'ils aient la capacité à envoyer des troupes pour défendre nos intérêts sur les théâtres d'opérations extérieures. Moi, je regrette que sur la question syrienne, dans la lutte contre l'État islamique, ça fait 2 ans que je réclame qu'on mette en place une coalition internationale de tous les pays européens pour lutter contre l'État islamique qui nous menace, nous Européens, nous Français, nous Allemands, on n'est pas capable de le faire. Le drame de l'Europe, c'est qu'elle vise des chimères. Au lieu de traiter le problème des gens, au lieu de s'adresser à la réalité, la sécurité, c'est pas une chimérique défense européenne ou armée européenne dans 20 ans ou 30 ans. C'est d'avoir des soldats européens qui travaillent ensemble et qui assurent notre protection. Regardons d'abord les problèmes concrets. Apportons-y des réponses avant de faire des rêves qui n'aboutissent nulle part. J'ai un dernier mot sur le RSI. J'y tiens beaucoup parce que j'entends et parce que je défends. Permettez peut-être un mot sur la Turquie ici. Allez-y sur la Turquie. Un mot sur la Turquie pour dire que c'est l'exemple même de cette incapacité de l'Europe à faire respecter ce en quoi elle croit. Nous avons un partenaire dans lequel nous sommes en négociation pour son entrée dans l'Union européenne, qui vise à rétablir la peine de mort, qui fait une purge administrative sans précédent, qui conteste les libertés fondamentales, qui emprisonne les journalistes. Oui, et nous ne sommes pas capables, nous Européens, de nous réunir autour de la table et de dire ça suffit. La Turquie nous sert. Vous avez vu l'accord passé sous l'égide d'Angela Merkel. D'Angela Merkel, qui a négocié avec les Turcs pour que les Turcs gardent les réfugiés, vous le savez bien. Eh bien, je regrette cet accord, je l'ai déjà dit, je regrette que la France n'y ait pas été associée, et la faiblesse n'est jamais bonne conseillère en matière de politique étrangère. Il est temps que les chefs d'État européens se réunissent sur cette question de la Turquie, aient le courage de dire que nous arrêtons les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, que nous remplacions ça par une vraie relation entre les États européens et la Turquie, qui nous donnera la capacité de dire enfin les choses sur ce qui se passe en Turquie et qui est absolument inacceptable au regard des valeurs fondamentales que les États européens défendent. Comment allez-vous vous comporter demain soir? Vous allez prendre la main ou pas? Comme aujourd'hui, simplement, avec toute la force de mes convictions, et avec cette idée que d'ici dimanche, il peut se passer beaucoup de choses. Vous pensez que vous avez déçu pendant cette campagne? Franchement, Bruno Le Maire. Franchement, je crois pas. Non? Franchement, je crois qu'on a créé un espoir très important auprès de millions de Français qui se disent, tiens, il y en a un, il a eu le courage au moins d'y aller. Il a eu le courage exactement comme face à Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP en 2014. Il est allé au feu, il est allé au combat. En 2016, à cette primaire, il a eu le courage d'affronter 2 anciens premiers ministres et un ancien président de la République. Et dans le fond, ce qu'il porte est très différent. Il ne veut pas prolonger le système, il veut en porter un nouveau. Alors oui, c'est difficile. Bien sûr que les électeurs, face à la menace terroriste, face à la montée du chômage, face à toutes les difficultés, se disent « mais est-ce que ce n'est pas un risque de lui confier les clés de notre pays ?» Mais je crois au contraire que c'est une sécurité. Je crois que cette audace de confier les clés du pays à quelqu'un de nouveau, avec son enthousiasme, avec le travail qui a été fait, avec cette écoute des Français, c'est une sécurité et une protection pour les Français pour l'avenir. Bruno Le Maire, merci. 8h55. Merci.